Eh bien, bonjour tout le monde et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui dans ce matin pluvieux. Et comme vous avez vu, c'est un camp, vous le savez déjà, c'est un camp qui a été organisé par Eureka et qui vous offre des services d'aide tout au long de l'année. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, vous apprendrez quelque chose, que vous profiterez aussi de cette journée un peu sombre, un peu grise, pour pouvoir vous amuser aussi avec nous. Donc, mon nom est Laura Dutot. Je suis enseignante dans la belle région d'Ottawa et chez nous, il pleut et ils annoncent de la pluie pour toute la journée. Donc, on ne peut pas mieux tomber pour passer une heure ensemble. Et je vois que vous êtes déjà assez nombreux. Il y a déjà 95 personnes et je vous souhaite la bienvenue. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, vous me demanderez pourquoi, attendez un peu, on va essayer je vais mettre mon diaporama. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui? Et je me suis demandé, est-ce que ça fait longtemps que l'homme a marché sur la Lune? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ça? Est-ce que ça vous intéresse d'abord? Des fois, on pense que c'est quelque chose de très simple qui est arrivé il y a très longtemps, mais c'était quand même pas si simple que ça. C'est une chose qui est arrivée, c'est vrai, il y a longtemps, mais pas tant que ça. OK? Et je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. Et moi, j'ai vu ça. J'étais petite comme vous et en fait, je faisais la rougeole. J'étais à l'époque, vous savez, on n'avait pas encore les vaccins contre la rougeole comme maintenant. Donc, moi et mes sœurs, on faisait la rougeole. On était 3 à la maison au lit en train d'attendre que ça passe. Donc, et comment on s'est désennuyé? Bon, à l'époque, il y avait la télé, mais il n'y en avait pas beaucoup de choix. Il n'y en avait qu'un. Donc, il y avait les films qui passaient. Et je me souviens bien ces jours-là, on était en train de regarder un film et tout à coup, tout s'est arrêté et ils ont commencé à transmettre les images de l'homme qui était arrivé sur la Lune. Donc, qu'est-ce que nous, on trouvait ça ennuyant un peu. On s'était dit, pourquoi est-ce qu'on nous empêche de voir notre émission de télé qu'on voulait voir? Et pour voir ça, c'était long, ça allait doucement, la transmission n'était pas aussi bonne. C'est pas comme maintenant que vous me voyez en direct. Là, à l'époque, c'était en direct, mais la transmission était toujours hachée, c'était pas très évident. Donc, à ce moment-là, on ne comprenait pas que ce soit quelque chose de très important. Et pourtant, ça a montré quelque chose une réussite humaine incroyable. Hein? On va parler un peu de ça aujourd'hui, mais imaginez-vous, ils ont pu envoyer une fusée qui tombe, qui arrive à la bonne place, les gens ont pu descendre, marcher et ensuite ils ont pu revenir. Ça, c'était déjà quelque chose de très difficile. Donc, je me suis dit, on va parler de ça aujourd'hui. On va faire je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter comment ça se passe et comment ça a été la conquête de l'espace. Donc, on va d'abord essayer de voir comment on comprenait l'espace il y a longtemps et ensuite on va se rapprocher de nous et on va voir comment on a avancé. La science a découvert des choses et comment il a commencé à comprendre et à mieux apprendre, à mieux expliquer ce qui nous entoure. Donc, et à la fin, on va essayer de faire une ligne du temps. Vous allez essayer de placer en perspective quelques événements. On va choisir juste quelques-uns et vous allez essayer de voir s'ils sont loin les uns des autres, comment ça a évolué dans l'histoire. Donc, êtes-vous prêts? C'est bien. Donc, on va commencer avec, et je vais mettre mon diaporama et je reviendrai de temps en temps. Donc, on va présenter ça. Donc,
il y a longtemps, très longtemps, et avant la naissance de Jésus-Christ, vous savez que notre histoire se sépare en deux, l'an 0 et avant et après l'an 0. Donc, avant l'an 0, 300, 400 ans avant, les Grecs étaient très savants. C'était vraiment les peuples qui avaient développé plus des cultures et qui essayaient d'expliquer les choses. Donc, deux grands savants, et Aristote et Platon, ont développé une théorie qui donnait une théorie qui expliquait ce qu'ils voyaient. Ils voyaient que les différentes planètes tournaient autour de la Terre. Donc, ils disaient, la Terre est au centre de l'univers et les planètes tournent autour de la Terre. Même chose pour le Soleil. Ils voyaient que le Soleil commençait sa course à l'est le matin et finissait à l'ouest le soir. Donc, ils ont dit, le Soleil tourne autour de la Terre tous les jours. Et un petit peu plus tard, et début des années de l'ère chrétienne, là, aux années entre 80 et 168 après Jésus-Christ, un autre savant grec, Ptolémée, qui a vécu en Égypte, a complété un peu cette théorie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une théorie géocentrique du mouvement des planètes. Donc géo, c'est la Terre. La Terre est au centre de l'univers. Donc c'est comme ça qu'ils expliquaient. Et cette théorie était compliquée parce que les planètes ne faisaient pas juste un tour autour de la Terre, mais aussi elles faisaient des boucles entre elles-mêmes. Et cette théorie expliquait vraiment tout ce qu'ils étaient capables de voir. Cette théorie a duré tout le Moyen Âge, jusqu'aux années 1400. Là, il y a un savant polonais, Copernic, qui a commencé à dire, bon, ce n'est pas lui le seul, mais après plusieurs observations, il a dit non, 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 ce n'est pas la Terre qui est au centre de l'univers, c'est le Soleil. Et nous, on tourne autour du Soleil comme les autres planètes. Il dit ce qu'on voit, ce n'est pas que les planètes tournent autour de la Terre, mais qu'elles tournent avec nous autour du Soleil. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une représentation héliocentrique. Hélio, c'est le Soleil. Donc, c'était difficile ce qu'il a dit et surtout l'Église n'était pas d'accord. Il y avait beaucoup de gens qui criaient au blasphème. À peu près à la même époque. Laura? Oui? Il va falloir que tu présentes ton écran parce qu'on te voit toi et non pas ton écran présentement. Ah, pardon. OK. Attends une minute. Excellent. OK. Ah, tu as raison. Tu as raison, okay. tu as raison. Okay. Désolée. Non, ça va. OK. Ah, parfait. Merci. Donc, désolé les amis, je ne suis pas très pratique encore là-dessus. Donc, je venais de vous parler ici, deux grands savants, Kepler et Galilée. Et Kepler a dit, oui, je suis d'accord avec ce que Copernic nous explique, mais les planètes ne tournent pas de façon circulaire autour du Soleil. Il a corrigé la trajectoire des planètes et il a donné des lois. Il dit que les planètes décrivent une ellipse autour du Soleil. Et Galilée a fait quelque chose, lui, il a développé la lunette astronomique. Ce n'est pas lui qui l'a inventé, mais il a perfectionné les lentilles et il a réussi à voir très loin. Il a réussi à voir dans les étoiles. Et avec ça, c'était plus facile de commencer à appuyer la théorie de Copernic. Avec eux, après eux, disons en 1600, 100 ans encore plus tard, il y a un grand savant qui s'appelle Newton qui a trouvé une formulation mathématique de la gravitation. Lui, il a dit, les astres dans l'espace, comme ici sur la Terre, sont attirés les uns aux autres. Tous les objets sont attirés les uns aux autres et ça dépend de la taille de l'objet et ça dépend de la distance à laquelle ils sont. Et avec ça,
il pouvait appuyer les lois de Kepler. Par contre, on n'avait toujours pas une preuve, on ne pouvait pas les voir, on ne pouvait pas mesurer. 100 ans, il faut attendre encore 100 et même 150 ans jusqu'à ce que d'autres savants, on ne va pas rentrer dans les détails, nous montrent vraiment que la Terre tourne autour du Soleil et que la Terre tourne sur elle-même comme une toupie. Donc, vous voyez, on a commencé aux années 0, à peu près, ou disons 300 ans avant Jésus-Christ, et on est rendu à la moitié du 19e siècle. Donc, on va faire un petit résumé sur... Oh, oui. Donc ici... Depuis la préhistoire, les hommes ont toujours été émerveillés par ce qu'ils voyaient au-dessus de leur tête. C'est pourquoi depuis des milliers de... OK. biblique du monde chrétien occidental. Les historiens ont longtemps parlé de révolution scientifique pour qualifier une rupture entre le Moyen-Âge et l'époque moderne dans les domaines des sciences et techniques. Cependant, le terme transition serait à privilégier, excepté pour l'astronomie. En effet, s'il y a bien eu des transitions dans les domaines de la médecine, de la chirurgie ou encore de la navigation, c'est bien une révolution qui toucha le monde de l'astronomie. D'abord incarnée par le célèbre Nicolas Copernic. Copernic est né en 1473 et mort en 1543. Il étudie en Pologne puis en Italie avant de se consacrer toute sa vie dès 1503 à l'astronomie. Ainsi, c'est lui qui fonde un nouveau système, le système héliocentrique. Avec cette nouvelle théorie, désormais le Soleil est au centre du monde et la Terre tourne autour du Soleil. Cependant, sa théorie pose encore problème car Copernic pensait, comme Aristote, que les astres formaient un mouvement circulaire. Et il faudra attendre Johannes Kepler et ses fameuses lois pour comprendre que les astres forment des mouvements elliptiques, en forme d'ellipse, et non de façon circulaire. Parmi ces astronomes de l'époque moderne qui œuvrent à cette révolution du ciel, il faut citer deux autres noms. D'abord le célèbre Galilée. Cet astronome italien né en 1564 et mort en 1642 se consacre longuement à l'astronomie. C'est d'ailleurs lui qui perfectionne la lunette astronomique lui permettant d'observer par exemple les satellites de Jupiter, l'anneau de Saturne, la rotation du Soleil, etc. Ces découvertes permettent de prouver que tous les objets de l'univers ne tournent pas autour du même centre et ainsi de réfuter les théories de l'Antiquité. De plus, il est surtout un grand défenseur des théories de Copernic, ce qui lui vaudra de nombreux problèmes avec l'Église, allant jusqu'à sa condamnation à vie en 1636 dans sa résidence de Florence. L'autre personnalité importante est Isaac Newton. Rendu célèbre par sa formule sur la gravité, Newton, né en 1642 et mort en 1727, était un grand mathématicien, physicien et astronome qui a réussi à théoriser ce que l'on appelle l'attraction universelle, la gravité, et constitue en quelque sorte la pièce manquante aux théories de Copernic, Kepler et de Galilée. Ainsi, c'est grâce au passage du système géocentrique au système héliocentrique qu'a lieu cette révolution du ciel. Par conséquent, à partir du XVIIIe siècle, les hommes appréhendent mieux les phénomènes célestes. Mais c'est surtout au XIXe siècle que les bases de notre astronomie contemporaine sont posées avec des astronomes comme Camille Flammarion qui pensent que travailler en coopération avec d'autres pays permettrait de faire progresser l'astronomie plus rapidement. Au XXe siècle, ce sont presque malheureusement grâce aux guerres que l'étude du ciel s'est considérablement développée, conduisant à un nouveau domaine de recherche, l'astrophysique, dont le plus célèbre des astrophysiciens reste Albert Einstein. Né en 1879 et mort en 1955, il reste célèbre pour sa théorie sur la relativité générale et sa célèbre formule E égale mc2, publiée en 1905. Après la Seconde Guerre mondiale, l'homme a voulu voir plus loin dans le domaine de l'astronomie, et finalement c'est la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS qui a accéléré le processus de la conquête spatiale. En effet, c'est durant cette période que l'on envoie les premiers hommes dans l'espace, mais surtout les premiers hommes à marcher sur la Lune le 20 juillet 1969 lors de la mission Apollo 11. En parallèle, les premiers satellites sont mis en orbite autour de la Terre et permettent d'avoir de nouvelles représentations de cette dernière, non plus depuis la Terre, mais directement depuis l'espace. Désormais, l'homme n'a plus la tête levée vers le ciel, mais la tête baissée vers la Terre, et ce phénomène est caractérisé par la très célèbre Station Spatiale Internationale, plus couramment appelée ISS, constamment occupée par une équipe de chercheurs de pays différents œuvrant à l'étude de l'environnement dans le milieu spatial.
Ainsi, nous avons vu à travers cette vidéo que le ciel est un domaine qui a toujours intrigué l'homme, et ce... Bonjour, c'est Jean Descartes. Okay. OK. Très bien. Donc, vous avez vu et on a fait un petit résumé de ce qu'on vient de dire et comment est-ce que la pensée de l'homme a évolué par rapport aux différentes théories. Maintenant, on va parler un peu de la conquête de l'espace. Qu'est-ce qui a été la première chose marquante? Là, ça, je ne l'ai pas vu, mais vous pouvez demander probablement à vos grands-parents. Ils étaient peut-être déjà là quand c'est arrivé. Et tout le monde était les yeux vers le ciel. Pourquoi? Parce qu'on voyait en pleine nuit et un point lumineux qui s'est promené et qui était les satellites soviétiques Sputnik 1. Donc, c'est la première fois que l'homme envoie un engin, un satellite, qui va faire le tour de la Terre. Et il le faisait plusieurs fois par jour. Donc, pendant la nuit, on pouvait les voir dans le ciel. Attendez, on va mettre ça comme il faut. Parfait. Donc, ça, c'est en 57. Première date très importante. Donc, aujourd'hui, ça, c'est la première date que vous devez vous rappeler. Deuxième date, même année, les Soviétiques envoient un chien, une chienne Laika, qui fait les tours de la Terre aussi dans un satellite. Et c'est encore Sputnik 2, le deuxième satellite. Malheureusement, la petite chienne, elle ne pouvait pas revenir. Hein, donc, il savait qu'elle ne pourrait pas revenir vivante. Hein. À l'époque, on ne savait pas comment ramener les choses. Voilà. Quelques années plus tard, pas très longtemps, en 61, il y a les premiers vols orbitaux habités par une personne. C'est un soviétique, Yuri Gagarin. Vous voyez comment les choses ont évolué. Maintenant, on peut l'envoyer dans l'espace. Ils savent comment faire les tours de la Terre. Et ils savent comment ramener à la Terre les satellites ou la fusée. Donc, Gagarin, c'est le premier homme qui a réussi à faire le tour de la Terre. Il y a eu, après les Soviétiques, on continue à envoyer. La première femme, c'est en 63, donc pas très longtemps après. Et c'est là que ça a commencé la course entre les Soviétiques et les Américains pour voir qui envoyait les premiers hommes sur la Lune. L'objectif, c'était d'aller sur la Lune. Avant ça, je viens d'oublier, il y a les premiers satellites canadiens. Il s'appelle Alouette 1 et il est envoyé en 62. Donc, c'est quelques années après les Soviétiques, mais vous voyez, les Canada était le 5e pays à envoyer un satellite dans l'espace. Savez-vous à quoi ça sert un satellite? Maintenant, il y en a vraiment beaucoup autour de la Terre. Beaucoup. Ces satellites-là servent surtout pour les communications. Vous le savez bien, et pour nos téléphones, pour les émissions de télé que vous regardez, les films, les choses. Donc, ils envoient dans l'espace et les satellites renvoient les signaux et vous les recevez ici. Donc, c'est à ça que ça sert surtout. Et il y en a une autre raison. On peut prendre des photos aussi de l'espace. Hein? Ils regardent la Terre. Comme vous avez entendu dans la vidéo tantôt, l'homme ne regarde plus tellement vers l'espace, mais de l'espace vers la Terre. Donc, on apprend des choses et on étudie, par exemple, comment ça se déplace certaines populations, comment la végétation change d'un endroit à l'autre, etc. Jusqu'à la grande journée historique
où l'homme a marché sur la Lune. Neil Armstrong et Buzz Aldrin dans la mission Apollo 11. La date précise, il y en a qui disent le 20 juillet, il y en a qui disent le 21 juillet, et ça dépend de quel côté de la Terre on les prend, hein, en Europe ou en Amérique. Donc, il y a le décalage horaire, c'est pour ça que vous allez entendre les deux. Donc, ils sont allés sur la Lune. Entre-temps, les Soviétiques avaient décidé de ne pas envoyer un homme sur la Lune et ils ont concentré leurs efforts autrement. Ils ont concentré à étudier différentes choses là, dans l'espace, mais ne pas mettre tellement d'efforts dans l'envoi de quelqu'un à la Lune. Les Américains ont pris dans ces missions lunaires beaucoup d'échantillons et ils ont ramené sur la Terre des roches, énormément de roches de la Lune pour les étudier, pour voir s'il y a de la vie. Ça, c'est ce qu'on cherche partout. Mais quel genre de minéraux et quel genre de poussières on trouve, etc. Ces missions ont fini en 72. Et je pense que je ne l'ai pas... OK, non, je ne l'ai pas marqué. Mais il y en a eu plusieurs. Et la mission Apollo 17 a été la dernière, 3 ans plus tard. Donc, il y a eu 12 hommes qui ont marché sur la Lune. Et 12 Américains. Maintenant, on commence à regarder vers Mars. Hein? L'objectif maintenant, ça serait d'aller sur la planète Mars. Et donc, après ça, on va mentionner, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées, mais je vais mentionner juste quelques-unes. Et un télescope spatial, Hubble. Hubble est très, très utile parce qu'il nous permet d'abord, on les dirige et comme on veut, là, on les dirige vraiment dans la région de l'espace qu'on veut étudier et on réussit à prendre des photos extraordinaires, des choses qu'on ne pourrait jamais faire de la Terre parce qu'on a la lumière du soleil et parce que c'est beaucoup plus difficile de les positionner. Là, dans l'espace, tout est noir, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est vraiment un grand outil qu'on a. En 97, je vous dis que maintenant, l'objectif, ça serait d'aller sur Mars. Et en 97, on a réussi à envoyer la première sonde sur Mars. Qu'est-ce que ça veut dire? On a envoyé comme une petite fusée et on a fait descendre un petit robot qui s'est promené et qui a pris des échantillons de Mars pour les ramener sur Terre. Donc, je vais vous montrer et on va revenir tantôt sur Mars, mais je vais vous montrer les différentes missions qu'il y a eu et dans les 30 dernières années, dans les 20 dernières années. OK. Donc, c'est en anglais. Je peux même baisser un peu le volume. Donc, comme je vous disais, la première, c'est Pathfinder en 97. J'aimerais que vous regardiez comment les gens sont contents, tout l'effort que ça veut dire, que ça représente envoyer un engin si loin. Hein? Vous voyez le nombre d'années qu'il envoie des images. Donc, ils ont envoyé un petit robot, mais ils n'ont pas besoin de le ramener. Donc, lui, il continue à envoyer des images et des choses pour que les gens d'ici puissent l'étudier. Il y a un moment où les petits engins est envoyé et ils n'ont pas de retour. Voilà. Il y a comme 14 minutes de silence où ils n'ont aucune émission radio et ils ne savent toujours pas si le petit robot
est arrivé et s'il a pu se déployer. Donc, quand les 14 minutes finissent, les gens comptent vraiment les temps et s'ils reçoivent la réponse, c'est là qu'ils éclatent de joie. 30 meters. 27 meters. 20 meters. 60 meters. Standing back for touchdown. Touchdown confirmed. Proceed. Curiosity est des robots qui est le plus connu parce qu'il a continué à envoyer des images et il continue à travailler pour nous dans la planète, sur la planète Mars. Ça, c'est ce qui vient d'être envoyé. Donc, on va les voir tantôt. Et le projet, c'est qu'en 2030, on pourra marcher sur la Lune. Okay. Donc, on va... Oh, pardon. Je suis revenu trop vite. C'est ça. Donc, en 97, la première sonde arrive dans la planète Mars. Ensuite, on a presque complété notre petite histoire. Et en 2000, dans la vidéo que vous avez vue au début, et on parlait de la présence humaine dans les stations spatiales internationales, donc ISS. C'est une station qui a été construite par beaucoup de pays et depuis l'an 2000, donc il y a presque 20 ans, il y a toujours du monde dans les stations spatiales. Il y a eu même un astronaute canadien, et Saint-Jacques, et les prénoms m'échappent, David Saint-Jacques. David Saint-Jacques qui est allé et qui est rentré au mois de décembre. Il est allé 3 mois et passer là-bas. Ils font des expériences et ils voient comment les corps humains réagissent à l'espace. Donc, depuis l'an 2000 et en 2012, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé. Il y avait 2 ondes et Voyageur 1 et Voyageur 2 qui avaient été envoyés dans les années 75-76 et qui ont continué à voyager. Ils utilisent la gravité de différents pays pour donner de l'impulsion. Et en 2012, la sonde Voyageur 1 sort du système solaire. Donc, il est allé tellement plus loin que ce qu'on pourrait imaginer. Et il a continué à envoyer des images à partir de là où elle est. Et finalement, et je vous disais tantôt, on a eu 3 sondes. Cette année, il devait y avoir 5 sondes de différents pays qui allaient sur la planète Mars. En fait, il y en a eu 2 qui ont été lancées. Et la sonde américaine et la sonde chinoise. Il manque les Émirats arabes qui avaient programmé d'envoyer une et qui devait partir du Japon. Et il manque la Russie et l'Europe qui ont décidé d'attendre 2 ans. Donc, pour les envoyer vers Mars, il faut attendre que ce soit le bon moment. Donc, quand c'est les plus proches, la planète Terre de la planète Mars, et ça prend 2 ans pour que ça revienne. Donc, eux, ils ont raté cette fenêtre, ils ne peuvent même pas l'envoyer. Et bon, encore, si vous aimez les petites vidéos, je vous montre encore les décollages. Ça a été la semaine dernière. 8,
7, 6, 5, 4. Engine ignition, 2, 1, 0. Release and liftoff. As the countdown to Mars continues, the perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers to the Red Planet. Donc, ça, c'est la fusée qui vient de décoller et qui amène les petits robots qui s'appellent Perseverance, qui devraient arriver sur la planète Mars au mois de février de l'année prochaine. Donc, c'est 7 mois. The RD-180 is throttling down as expected. Engine response looks good. And Mach 1 Atlas V is now supersonic. Donc, c'est tout. Là, les images qui ont envoyées. Passing through max Q, maximum dynamic pressure. Ouais. C'est bon. Donc, quand vous voyez dans l'autre vidéo que je vous avais montré des petits robots qui arrivent à Mars, ça va être au mois de février. Voir si les lancements étaient corrects, mais c'est très difficile. Hein? Il faut arriver à la bonne place, avec les bons angles pour ne pas se briser, etc. Donc, on verra ça, comment ça marche au mois de mars. Donc, maintenant, je me disais qu'on allait pouvoir faire une ligne de temps. C'est ça ce que je vous avais promis. Pour faire ça, j'ai choisi quelques dates, juste quelques-unes. J'ai choisi 4 dates importantes de ce que je viens de vous présenter. Donc, la première date, c'est Sputnik 1. La deuxième, attendez, je vais vous montrer. Donc, vous pouvez les prendre en note. Vous pouvez écrire 1957. Quand on a... Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? C'était quoi, Sputnik 1? Vous rappelez-vous? C'était quand l'Union soviétique a envoyé le premier satellite qui a fait le tour de la Terre. En 1997, la première sonde qui est arrivée sur la planète Mars. En 1969, on a eu l'homme qui a marché sur la Lune, Apollo 11. Et en 1961, on a eu Gagarin, le premier homme qui a fait le tour de la Terre en orbite. Donc, j'aimerais ça que vous preniez et c'est... OK, attendez, on va enlever un petit peu la présentation. Donc, j'aimerais ça que vous copiez ça, prenez ça en note. Donc, je vous ai dit 4 grandes dates. 1957, 1997, 1969 et 1961. Sauf que quand je les ai choisis, je me suis trompée. Elles se sont mélangées, les dates, et je ne les ai pas en ordre. Donc, j'aimerais ça que vous les mettiez en ordre. OK? Donc, dans votre feuille, et je voudrais que vous écriviez en ordre ces dates-là. OK? Vous allez, et avant de revenir sur la présentation, je vous avais envoyé une feuille où il y avait les grandes faits de la conquête de l'espace. Donc, si vous l'avez, gardez-la proche parce que vous allez pouvoir vous en servir et vous avez aussi besoin de votre feuille quadrillée. Si vous n'avez pas de feuille quadrillée, une règle avec un crayon et une efface pour pouvoir faire la ligne du temps. OK? Donc, j'espère que tout le monde a trouvé les dates. Vous les avez mis en ordre. Donc, on va revenir sur notre présentation.
Voilà, donc, et je vous ai dit, vous me les mettez en ordre croissant. Bon, je ne vous ai pas dit comment, en fait. Je sais que vous ne connaissez pas, vous ne travaillez pas avec des nombres de 4 chiffres, des nombres qui ont des milliers. Donc, comment on travaille? Ici, vous savez, j'ai choisi les nombres de façon que les 2 premiers chiffres soient exactement les mêmes. Donc, oubliez-les et vous me les ordonnez comme si c'était des nombres de 0 à 100. Donc, vous avez 57, 97, 69 et 61. Donc, j'espère que vous les avez déjà mis en ordre. Et c'est comme ça qu'on doit les placer. Donc, 57 d'abord, 61, 69, 97. Maintenant, je vais marquer les premiers et les derniers de ma ligne du temps. Okay? Je vais placer ces 4 années dans la ligne du temps et je vais savoir, j'ai besoin de savoir quelle distance je dois dessiner. Donc, je marque mes deux extrêmes et je veux pouvoir calculer la distance entre les deux. Donc là, je veux que vous fassiez une soustraction. Comment j'organise ça? Je vais aller des 90, je vais aller faire 97 moins 57. OK? Comme je vous ai dit, oubliez les 2 premiers chiffres. On ne va pas penser aux milliers parce que c'est les mêmes. Donc, vous me faites simplement 97 moins 57. Est-ce que vous avez fait la soustraction? Donc, les 7, c'est les mêmes. Je vais avoir 9 moins 5. OK. Je pense que j'en ai mis, je me suis trompée, j'ai mis 30. OK, c'est 40. Je ne sais pas comment j'ai fait mon calcul. Donc, vous écrivez 40. Hein? Ça, c'est notre distance. Maintenant, j'ai fait comme, est-ce que vous pensez que vous avez 40 cases dans votre feuille? Comptez bien, vous avez une feuille quadrillée ou vous avez une règle. Est-ce que je peux marquer 1 cm par année et avoir la longueur de ma feuille? OK, la réponse est non. Vous en avez trop. C'est trop des places à faire au lieu de pour tous ces nombres d'années. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de faire des bonds de 5. Okay? Donc, au lieu de faire des bonds de 1, on pourrait choisir des bonds de 2, mais c'est quand même beaucoup de chiffres, beaucoup de dates à marquer. Donc, on va faire des bonds de 5. Et comme 57 n'est pas un multiple de 5, je vais aller au nombre qui a un 0 qui est le plus proche. Donc, comment on choisit? Je vais aller des 57. Les plus proches, plus petits, qui finit en 0, c'est 50. Donc, je commence à 1950. Et pour finir, 97, je vais aller au 0. Donc, 97, les plus proches, c'est 100. Ah, et là, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Hein? Comme les prochains, c'est 100, j'ajoute 1 à mon 9 de 19 et je vais avoir 2000. Donc, je vais commencer ma ligne du temps en 1950 pour finir dans l'an 2000. Comment j'ai fait pour avoir des bonds de 5? Donc, vous allez compter avec moi et on va pas juste les nommer ensemble, mais on va les compter ensemble. Donc, on oublie les 1900. On va dire 50. Premier choix, 50. 55, deuxième. Donc, vous comptez avec vos doigts. OK? 60. Vous faites des bonds de 5. 65. Ensuite, 70, 75.
Ça nous fait 6. 80, 85. On continue à compter. 90, 95, 2000. Ça me donne combien de cases? Vous les avez bien comptées? J'espère que oui. Donc, on arrive à 11 cases. Donc, vous allez devoir faire 11 cases et pour pouvoir faire votre échelle du temps. Donc, allez chercher votre feuille et quadrillez. Je vais vous donner un petit peu de temps et je veux que vous placiez la feuille comme ça. Attendez, je vais les mettre en plein écran. Voilà. Donc, laissez quelques lignes au-dessus parce que vous allez devoir compléter. Vous allez devoir écrire vos titres, vous allez devoir ajouter des photos pour faire votre échelle du temps. Donc, vous choisissez une ligne. Vous la marquez avec un surligneur, bleu, jaune, quelque chose qui vous convient. Et vous voyez, moi, j'ai marqué mes dates. Au lieu de marquer tous les 5 ans, j'ai marqué aux 10 ans. Donc, comme chaque case marque 5 ans, je dois prendre 2 cases. Je saute une case à chaque fois et je marque aux 10 ans. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est... sinon, ça fait trop d'informations. En graphique, ce qui est important, c'est qu'on puisse les lire facilement, que ce soit clair, qu'on puisse voir les choses. Donc ici, j'ai marqué à tous les 10 ans, mais vous savez que chaque ligne représente un bond de 5. Donc, si vous écrivez petit, vous pourriez peut-être ajouter entre les deux. Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour faire ça. Je vais revenir un peu sur votre sur l'écran pour que vous me voyez un peu. Donc, on va mettre ça. Voilà. Donc, je veux que vous écriviez comme il faut. Et qu'est-ce qu'il nous manque à faire ici? Il nous manque à ajouter les dates importantes. Pour faire ça, on a besoin de pouvoir placer nos dates. Okay? Les 4 dates qu'on a choisies, commencez à y penser. Où est-ce que je dois mettre 1957? Où est-ce que je dois mettre 1969? Etc. Donc, je vous laisse y penser un peu et on revient dans quelques minutes. Okay, je ne sais pas si on va trop vite ou si vous êtes capable de suivre. Donc, ce que je voulais, vous avez écrit dans un papier, dans un coin de votre feuille, les 4 dates que je vous ai demandées, 1957, 61, 69, 97. Et maintenant, comment je fais pour les placer dans ma ligne? Donc, ce qu'il faut, c'est que je sache, est-ce que 57 est plus proche de 55 ou de 60? Okay? À chaque fois, vous vous posez cette question et vous faites les calculs. 57, c'est plus proche de 55, mais il les dépasse des 2. Donc, je vais les placer proche de la ligne du milieu et je vais les placer à 2. Si je compte dans votre tête, imaginez que chaque carré est divisé en 5 parties. Donc, comment on place les 57? On compte comme 2 petites parties à côté des 55. Maintenant, 61 est plus proche des 60 ou des 65? Il est très proche des 60, effectivement. Vous avez bien vu. Donc, on place à partir des 60 et on les met tout proche. Donc, je vais revenir sur la vidéo. Attendez. Comme ça. Donc, ça, c'est ce que vous aviez fait. Maintenant,
à chaque fois, vous vous posez la même question. Donc, il est combien plus proche? 57, plus proche. En fait, au lieu de prendre les nombres qui finissent en 0, vous pouvez prendre aussi les nombres qui finissent en 5. 5 ou 0, celui qui est le plus proche. Donc, j'ai fait la même chose pour les 4. Vous avez trouvé 61 est à 1 de plus que 60. On va commencer ici. 57 est à 2 de plus que 55. 61, une unité de plus que 60. 69, là je peux aller à partir de 65, donc c'est 4 unités à partir de 65, ou je peux prendre à partir de 70, qui est le plus proche. Et j'ai dit une unité en arrière de 70. Et 97, même chose, je peux revenir de 2000 et dire 3 unités en arrière ou 2 unités après 95. Donc, si vous regardez bien, on est arrivé à ça. On va finir. On a placé nos dates. Donc, je vais les mettre plein écran. Comme ça, vous les voyez comme il faut. Vous voyez, 57, je l'écris très proche des 60. 61 aussi, mais de l'autre côté. Vous voyez la pointe de chaque étoile marque la date qui m'intéresse. Et ensuite, 97. Vous voyez, tout ça, ça s'est passé quand même assez rapidement. Les premiers événements, les temps qu'on a mis un satellite en orbite et on a envoyé l'homme sur la Lune, à l'intérieur de 12 ans, on a réussi. Par contre, envoyer sur la planète Mars, ça a été pas mal plus long. Et comme je vous disais, la prochaine, on pense qu'en 2030, ça sort de notre échelle, on devrait envoyer des hommes sur la planète Mars. Donc, avis à ceux qui voudraient être astronautes. C'est pas pour tout de suite, mais ça s'en vient très vite. Donc, je vous propose de compléter. Qu'est-ce qui nous manque? J'ai ajouté mes points sur la ligne du temps et j'ai ajouté un titre. La conquête de l'espace, ligne du temps. Et ensuite, avec la feuille que je vous avais envoyée, vous pouvez découper les images et les coller au-dessus. Comme ça, ça va vous dire qu'est-ce que c'est. C'est plus facile une image qu'un texte. Mais vous pouvez mettre les deux choses. Vous pouvez marquer la boîte, que j'ai les petits carrés, et l'indiquer ici. OK, donc ça, c'est tout pour la ligne du temps. J'aimerais ça, si vous êtes capable de la compléter chez vous. Aujourd'hui, il ne fera pas très beau, donc vous allez pouvoir la compléter. Avant de faire une petite révision de ce qu'on a vu, je vais vous montrer encore d'autres choses. Moi, ces temps-ci, j'aime beaucoup regarder vers l'espace. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Comme je vous ai dit tantôt, il y avait les sondes qui viennent d'être lancées, mais on a eu une comète qu'on a vue dans le ciel la semaine dernière aussi, il y a 10 jours, disons. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Là, ce n'est pas très long. Donc, la comète c'est Neowise. Elle a été vue partout dans l'hémisphère nord. Nous, on l'a regardée vers les nord-est, qu'on pouvait la voir. Donc, regardez la comète. C'est la première fois en 20 ans qu'on voit une comète aussi bien. On peut la voir à l'œil nu, mais c'était beaucoup mieux si on avait des jumelles. Donc, moi, j'ai pu la voir. J'étais chanceuse. La comète est passée au mois de mars par ici. Regardez comment c'est clair, là. C'est sûr que ça, c'est pas en ville qu'on peut voir ça comme ça. Il fallait être vraiment à un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière. Et la comète est passée au mois de mars, mais après, elle est allée faire le tour de l'autre côté du Soleil et elle est revenue avec beaucoup plus de luminosité. Et là, elle repart
très loin. Et elle ne revient que dans 4000 ans. Donc, si vous ne l'avez pas vu, regardez-la dans YouTube parce que vous ne la verrez pas tout de suite. Voilà. Donc là, on ne la voit plus en ce moment, mais ça a été ce que vous allez pouvoir voir prochainement, c'est la pluie d'étoiles filantes. Hein? Ça, c'est le début, c'est au mois d'août et c'est l'apogée, c'est autour du 12 août. Donc, entre les 10 et les 15, regardez la nuit et vous allez voir les étoiles filantes. Donc, pour finir, je vais vous passer une petite vidéo avec les grandes dates de la conquête spatiale. Donc, il fait un petit résumé de ce qu'on a vu. J'espère que vous allez l'aimer. Et attendez qu'on va le mettre en plein écran. Le premier satellite de l'histoire est envoyé dans l'espace en 1957. Il s'appelle Spoutnik et il a été fabriqué en Union soviétique, l'ancêtre de la Russie. Quelques semaines plus tard, une chienne prend place à bord d'un autre satellite. C'est Laika, le premier être vivant envoyé dans l'espace. Elle ne survivra pas à son voyage. Le premier cosmonaute quitte la Terre en 1961. C'est Youri Gagarin, un soviétique. 8 ans plus tard, en 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, deux astronautes américains, posent le pied sur la Lune pour la première fois. En 1998, un gros chantier commence à 400 km au-dessus de nos têtes, le début de la construction de l'ISS, la Station spatiale internationale, qui tourne en permanence autour de notre planète. Depuis plusieurs années, tous les regards sont tournés vers Mars. Plusieurs robots y ont été envoyés, dont Curiosity, le plus perfectionné, qu'il explore depuis 2012. Prochaine étape, envoyer des hommes sur le sol de la planète rouge. Eh bien, donc ça conclut notre atelier aujourd'hui. J'aimerais ça, si vous pouvez répondre au sondage, je vais vous mettre l'adresse sur le chat. Attendez une minute. En fait, elle est déjà là. Je pense que c'est là. Oui. Oui, c'est ça. Donc, vous pouvez aller répondre au sondage et nous dire s'il y a des choses que vous auriez aimé entendre et s'il y a des façons que vous auriez aimé qu'on communique. Et en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer cette présentation et j'espère que vous avez appris quelque chose, surtout une date, vous n'allez pas l'oublier, 1969, c'est quand l'homme est marché sur la Lune pour la première fois. Donc, c'est 69. Et si vous voulez ajouter 57, c'est encore une très bonne date à s'en rappeler. OK? Donc, je reviens pour les camps Eureka. Vous avez encore beaucoup à apprendre. Il y a beaucoup de camps encore jusqu'à la fin du mois d'août. Je vais revenir sur... Bon, tantôt. Et moi-même, je vais être là et la semaine prochaine encore, je vais pouvoir, on pourra parler de comment on interprète des diagrammes, comment on fait un diagramme ensemble. Et pour ça, on fera un petit sondage, on verra. Vous allez pouvoir dire quel est votre repas préféré ou des choses comme ça. Donc ça, c'est mercredi prochain. Mais vous avez plein d'autres ateliers qui viennent ces jours-ci et jusqu'à la fin du mois. Donc, profitez-en pendant qu'il ne fait pas très beau. Mais sinon, j'espère que vous allez pouvoir profiter de votre été et que vous allez pouvoir sortir, jouer dehors, faire des activités intéressantes. Et
d'ici au début des classes. Voilà. Donc, si jamais il y a des questions, vous pourrez me les envoyer. Je vois beaucoup de bonjours. Je ne sais pas du tout de quels endroits vous venez, mais attendez. Oh. Je ne suis pas encore très pratique avec les... Bon. Bon, j'arrive pas vraiment à avancer ici dans les chats. Peut-être que là, je pourrais... Non. Bon, ok. J'espère que vous avez eu du plaisir. C'est tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Non, j'arrive pas à lire dans les chats, à descendre dans les autres. Donc, je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien. Passez un bel été. Au revoir. À bientôt.